Bonjour à toutes et à tous. Jean Anouilh est né à Bordeaux en 1910 d'un père tailleur et d'une mère pianiste. Ses parents s'installent à Paris où il fait ses études. Son goût pour le théâtre s'éveille très tôt. Il fait 2 rencontres décisives, celle de Jean Giraudoux et celle de Jean Cocteau, qui lui font découvrir le théâtre poétique. Le succès de sa première pièce, L'Hermine, l'incite à vivre de sa plume. Après des années difficiles, il rencontre 2 grands animateurs de théâtre, Georges Pittoeff et André Barsac, grâce auxquels il connaît enfin la vie de troupe. Le Voyageur sans bagages, en 1937, et Le Bal des voleurs, en 1938, marquent la fin de ses difficultés. Sa production est désormais aussi importante que renommée. Il signe certaines mises en scène. Il meurt à Lausanne en 1987. Le personnage d'Antigone. Héroïne tragique qui donne son nom à la pièce, elle est un personnage éponyme à haute densité tragique. Elle est de plus la fille d'Oedipe. Elle n'est pas belle, est toute petite et mal peignée, maigre et noire. Cependant, elle a une autre beauté et exerce une fascination sur les petites filles et les petits voyous dans la rue, et n'est pas dénuée de sensualité et désire qu'Aymon l'aime comme une femme. Elle a en outre un instinct maternel très développé envers le petit garçon qu'ils ont eu en rêve. Elle est une rebelle qui, éprise d'idéal, préfère mourir plutôt que de vivre petitement dans la grisaille et les compromissions du quotidien. Ismène, sœur d'Antigone. Elle incarne la femme belle, blonde et heureuse comme la présente le prologue. Elle rachète sa peur et sa faiblesse, qu'elle exprime dans une longue tirade où elle évoque son incapacité à supporter la souffrance et son manque de courage. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Par son désir final de perpétuer le geste de sa sœur et de mourir avec elle. Désir qui, toutefois, ne se réalisera pas. Créon, roi de Thèbes. Il est tout le contraire d'un tyran ou d'une brute. Mais ne croyant à rien, sinon à la nécessité de faire son métier, il est complètement dépassé par le désir d'absolu d'Antigone qu'il prend, au début, pour l'orgueil de son père. Il tente tout pour sauver sa nièce, mais perd patience et comprend que ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Alors que lui a dit oui et a justifié son rôle de roi comme un métier, et apparaît comme un ouvrier au seuil de sa journée, durant laquelle il devra conduire les hommes. Les gardes. Ils ne sont pas des personnages issus de la tragédie antique et se contentent de passer au travers de la tragédie sans la comprendre, ni avoir aucune influence sur elle. Ils ne sont que des instruments du pouvoir royal. Ils sont présentés comme des brutes, et même comme des machines soumises à la hiérarchie. Englués dans leur quotidien avec femmes et enfants, ils sont très intéressés par une augmentation et leur promotion sociale qui leur permettra de se saouler, de jouer aux cartes, activité qui enserre la tragédie, et de rigoler. Aymon. Fils de Créon et amoureux d'Antigone, il se comporte comme un enfant face à son père pour sombrer dans le désespoir le plus total et se suicider devant la dureté de la vie. Figure peu présente dans la pièce avec seulement 2 apparitions. Le congé donné par Antigone et la supplication devant Créon, il est le prototype de l'incompris qui finit par se révolter contre toute attente et par devenir éminemment tragique, car il passe sans transition de l'amoureux à l'enfant trahi par son père, au héros tragique et silencieux. La nourrice est un personnage traditionnel des tragédies, mais ne lui appartient pas.
Elle représente la vie quotidienne comme préparer le café, des tartines et des laits de poule. Ce personnage est fondamentalement positif et rassure l'héroïne tragique qui, dans ses bras, redevient une enfant qui n'a plus peur. Nounou plus forte que la fièvre, nounou plus forte que le cauchemar, nounou plus forte que la mort. Amoindrissant la peur d'Antigone en la traitant comme une enfant, son personnage augmente l'intensité tragique de la pièce tout en restant hors de la tragédie. Le page. Ce personnage est celui d'un enfant, pur et naïf, qui accompagne le roi, lui rappelle son emploi du temps, conseille, monsieur, et serait prêt à mourir pour lui. Il est un personnage tragique en devenir, puisqu'il est construit sur le même type que le personnage d'Œdipe. Il voit tout, mais ne comprend rien, et aspire à grandir pour savoir. Le messager. Le messager est un personnage type de la tragédie antique. Il est décrit comme un garçon pâle qui rêve. Il a une unique fonction, annoncer la mort d'Aimon à son père, qu'il connaît dès le prologue. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Son intervention dans la pièce est donc extrêmement limitée, mais c'est une séquence clef de la tragédie à laquelle il participe activement, d'autant que son ombre menaçante plane sur l'intégralité de la pièce. Eurydice, femme de Créon. Elle est présentée comme une vieille dame qui tricote, et tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle a un rôle positif, bonne, digne, aimante, mais pas tragique. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. De plus, elle n'a de reine que le titre, puisqu'elle n'intervient à aucun moment pour conseiller son mari. Elle ne lui est d'aucune aide. Le chœur. Traditionnellement, c'est un groupe d'acteurs qui commentent l'action et font entendre la voix de l'opinion commune. Le chœur est ici réduit à un seul acteur. Son rôle de commentateur s'exerce à la page 53 lorsqu'il définit ce que doit être une tragédie et à la page 122 lorsqu'il met à distance la tragédie. Ces deux interventions donnent son mouvement à la tragédie et la rythment grâce au leitmotiv, et voilà qui les inaugure. Cependant, il n'a aucune action réelle sur les événements, comme le prouvent les suggestions inutiles qu'il fait à Créon pour empêcher la mort d'Antigone. Éthéocle et Polynice. Frères d'Antigone et Ismène, ils apparaissent comme de jeunes voyous, deux compagnons de jeu, des grands, qui sont devenus des hommes avec leurs premières cigarettes et leurs premiers pantalons longs et qui ont fini par ignorer leur sœur. Le souvenir que garde Antigone de Polynice reste néanmoins empreint de naïveté et se focalise sur des objets liés à leur enfance. S'appelle une grande fleur de papier qu'il a rapportée de sa nuit. Le portrait que délivre Créon est, quant à lui, très négatif, car ils apparaissent comme de sanguinaires tyrans qui se sont entretués dans un combat fratricide. Ni l'un ni l'autre n'était le héros et le saint qu'il a créé. Tous deux étaient des traîtres, et le cadavre privé de funérailles n'est pas avec certitude celui de Polynice, bien qu'Éthéocle ait bénéficié de funérailles grandioses. Car Créon ne pouvait pas s'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps. Polynice est gratifié d'un portrait encore plus négatif, puisqu'il est brossé par des termes comme « un petit fêtard imbécile »,« un petit carnassier dur et sans âme »,« une petite brute », qui a osé lever la main sur son père, car celui-ci lui avait refusé. Une grosse somme qu'il avait perdue au jeu.
Madame Jocaste, mère d'Antigone et Ismène, elle a confié la garde de ses 2 filles à la nourrice. C'est la nourrice qui parle de Madame Jocaste, car elle a peur des reproches qu'elle pourrait lui faire. Là-haut, à propos de l'éducation de ses filles en général et de l'escapade d'Antigone en particulier. Antigone la rassure. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. C'est la chienne d'Antigone que cette dernière confie à sa nourrice, en lui faisant promettre de ne plus la gronder et de lui parler comme à une vraie personne. Elle lui demande également de la faire tuer, si elle était trop triste, si elle avait l'air de trop attendre tout de même, le nez sous la porte comme lorsque je suis sorti. L'action se déroule en un acte unique dans la ville grecque de Thèbes, dans le palais royal de Créon, en des temps lointains. Cette pièce n'est pas divisée en actes ni en scènes de façon explicite, mais une structure est conservée grâce aux entrées et sorties des différents personnages. Le rideau se lève sur tous les personnages de la pièce. Le prologue s'avance sur le devant de la scène et les présente, tour à tour, au public. Ils sont 11 au total et sortent au fur et à mesure que le prologue décline leur identité et donne leurs principaux traits de caractère. La scène est vide. La tragédie peut débuter sur une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone se glisse pieds nus dans la maison et se fait surprendre par sa nourrice, qui s'indigne de ce qu'elle croit être une escapade amoureuse. Antigone avoue un amoureux, mais la rassure ensuite et explique son escapade par son besoin de découvrir la beauté d'un monde sans couleur qui ne pense pas encore aux hommes. Elle affirme sa pureté et sa fidélité à Aimon. Ismène arrive, soucieuse, et la nourrice va préparer du café. Ismène a réfléchi toute la nuit sur la conduite à tenir concernant son devoir fraternel, c'est-à-dire donner une sépulture au cadavre de son frère Polynice, tué lors du combat fratricide qu'il a opposé à Éthéocle pour régner sur Thèbes. Cela enfreint radicalement l'ordonnance royale de Créon qui l'interdit sous peine de mort. Ismène redoute de mourir et donne un récit atroce de leur mort, alors qu'Antigone se montre prête à braver l'interdiction au péril de sa vie. Elle refuse de comprendre et ne veut pas avoir raison. Elle n'a pas envie de mourir, mais refuse de se servir des prétextes de sa sœur pour changer d'avis. Elle se radoucit et convainc Ismène de retourner se coucher en lui offrant la possibilité de lui parler afin de la forcer à renoncer à son projet. Antigone cherche du réconfort auprès de sa nourrice et redevient une petite fille qui n'a plus peur. Elle lui délivre une sorte de testament concernant Douce, sa chienne, et lui fait promettre de ne plus la gronder et de lui parler comme à une vraie personne. Antigone reçoit Aimon qu'elle aime et qu'il aime. Ils sont fiancés et doivent se marier. Une allusion est faite à une dispute qu'ils ont eue la veille lors d'un rendez-vous où elle voulait s'offrir à lui pour être sa femme avant leur union officielle avec une robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. Elle lui demande ensuite de partir sans la regarder ni lui poser de questions, après lui avoir avoué qu'elle ne l'épousera jamais, et lui avoir conseillé de prendre Ismène pour femme. Elle le menace de se suicider et le jure sur la tête du petit garçon qu'ils ont eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon qu'elle aura jamais. Au retour d'Ismène, qui tente une nouvelle fois de faire renoncer sa sœur à son projet, Antigone s'explique. Elle est allée durant la nuit enterrer le cadavre de Polynice. Un garde, affolé, confirme la nouvelle à Créon après de nombreuses hésitations visant à expliquer sa présence et à détailler la scène. Ordre lui est donné de se taire et de retourner garder le cadavre. Il a peur et sort en courant. Le cœur définit ce que doit être toute tragédie, quelque chose de gratuit, reposant, à l'usage exclusif des rois. Antigone entre, menottes aux mains, accompagnée de 2 gardes qui discutent de leur promotion future, de leur famille et de leur sortie. Antigone est silencieuse et demande d'une petite voix à s'asseoir un peu.
Créon, surpris de voir sa nièce dans cette situation, demande au garde de lâcher cette jeune fille. Il veut savoir ce qu'elle faisait près du cadavre de son frère et lui pose la question directement. Le garde répond « Elle grattait la terre avec ses mains, elle était en train de le recouvrir encore une fois. » Créon doute de son récit, mais le garde fournit des détails précis de la scène. Créon demande confirmation à Antigone, qui avoue immédiatement « Oui, c'est vrai ». S'ensuit une longue entrevue entre Antigone et Créon. Ce dernier fait tout pour sauver sa nièce. Il lui rappelle à quel point ses frères étaient des voyous et avoue qu'il ne sait même pas à qui il a offert une sépulture comme héros de Thèbes, tant les corps étaient méconnaissables, embrassés pour la première fois de leur vie sans doute. Créon découvre en Antigone l'orgueil d'Œdipe, son père, mais il tente de lui prouver que son geste est absurde, puisqu'elle n'aurait pas supporté un enterrement dans les règles, ce passeport dérisoire. Consciente de sa supériorité, Antigone fait sentir à son oncle à quel point il a le mauvais rôle. Elle avoue néanmoins sa faiblesse. « Je n'aurai pas toujours du courage. » Créon tente de se justifier, décrivant son rôle de roi comme un métier ordinaire auquel il a dit « oui ». Antigone, cependant, affirme qu'elle est là pour autre chose que pour comprendre, qu'elle est là pour dire non et pour mourir. Elle vacille un instant, ébranlée par le portrait très négatif que Créon fait de ses frères, et s'apprête à regagner sa chambre. Mais lorsque Créon prononce le mot « bonheur », Antigone se ressaisit aussitôt. À ses yeux, le bonheur symbolise trop souvent l'égoïsme, la lâcheté et la compromission. Elle le refuse, préférant mourir. « Je veux être sûre de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. » Excédé, Créon perd son calme. Il lui broie le bras, essaie de lui fermer la bouche et la menace d'appeler les gardes. Ismène arrive alors, pleine de courage, décidée à mourir aux côtés de sa sœur. Antigone refuse, ce serait trop facile. La séparation entre elles est inévitable, leur choix étant radicalement opposés. Ismène choisit la vie, Antigone la mort. Cependant, Ismène assure qu'elle perpétuera le geste d'Antigone dès le lendemain, renforçant la conviction d'Antigone dans sa propre supériorité. Créon, excédé, appelle les gardes et leur ordonne d'emmener Antigone. Les procédés dramatiques, la structure de la pièce. La pièce se déroule de façon continue, sans interruption. Elle n'est pas divisée en actes, ce qui maintient la tension dramatique. Elle est encadrée par 2 interventions du chœur jouées par un seul personnage, qui, dans le prologue, présente les personnages et annonce le drame, puis commente le dénouement. Le chœur tente également de sauver Antigone et annonce à Créon la mort de sa femme, Eurydice. Il joue donc un rôle d'intermédiaire entre les spectateurs et les personnages. Il renseigne et commente. Jean Anouilh a conservé tous les éléments de la tragédie grecque, drame, lieu, personnages, mais l'a transposé à notre époque. Il a ainsi modernisé les fonctions et le mode de vie. Les gardes ont des grades et des statuts comparables à ceux des soldats d'aujourd'hui. La reine tricote pour les pauvres, les princes ont des voitures et une vie mondaine, la nourrice prépare du café et des tartines grillées. Anouilh mêle le tragique et le familier. Ce contraste est particulièrement sensible dans les conversations d'Antigone et de sa nourrice. « Allons, ma vieille bonne pomme rouge, tu sais quand je te frottais pour que tu brilles. » Dans la tragédie antique, le destin, supérieur aux dieux eux-mêmes, frappe les hommes. Chez Sophocle, Créon, qui s'obstine dans sa décision, est coupable de démesure et se retrouve seul. Jean Anouilh supprime le caractère sacré de la tragédie. Antigone incarne la jeunesse et son intransigeance et montre que l'homme reste libre de se révolter contre l'injustice, de lui résister. La pièce fut composée sous sa forme quasi définitive en 1942 et reçut à ce moment l'aval de la censure hitlérienne. Sans doute à cause de difficultés financières, elle ne fut créée que 2 ans après, le 4 février 1944,
au théâtre de l'Atelier, dans un Paris encore occupé, dans une mise en scène d'André Barsac, avec Suzanne Flon dans le rôle d'Ismène. Afin de faire face au froid, elle portait sous sa robe blanche des pantalons de ski. Elle connut un triomphe, ayant plus de 500 représentations. Mais elle engendra une polémique, des réactions passionnées et contrastées. Le journal collaborationniste « Je suis partout » la porta au nu. Créon est le représentant d'une politique qui ne se soucie guère de morale. Antigone est une anarchiste, une terroriste, pour reprendre la terminologie de l'époque, que ses valeurs erronées conduisent à un sacrifice inutile, semant le désordre autour d'elle. Mais simultanément, on entendit dans les différences irréconciliables entre Antigone et Créon le dialogue impossible de la résistance et de la collaboration, celle-là parlant morale et celui-ci d'intérêt. L'obsession du sacrifice, l'exigence de pureté de l'héroïne triomphèrent auprès du public le plus jeune, qui aima la pièce jusqu'à l'enthousiasme. Les costumes, qui donnaient aux gardes des imperméables de cuir ressemblant fort à ceux de la Gestapo, aidèrent à la confusion. La justice. La pièce soulève des questions sur la nature de la justice et les conflits entre les lois établies par les hommes et les lois morales ou divines. Antigone défend la justice en enterrant le corps de son frère Polynice, malgré l'interdiction de Créon. La pièce explore les limites de la justice civile et les implications de la désobéissance civile face à une autorité oppressive. La loyauté familiale. Antigone incarne la loyauté envers sa famille, même lorsque cela implique de s'opposer à l'autorité établie. Elle défend le droit de son frère à une sépulture digne, mettant en évidence les liens familiaux forts et la responsabilité envers les membres de sa propre lignée. La responsabilité individuelle. Antigone assume la responsabilité de ses actes et est prête à en subir les conséquences, même si cela signifie la mort. La pièce explore le concept de responsabilité personnelle et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour défendre ses convictions et ses principes. Le conflit entre les lois civiles et les lois morales. Antigone défie l'autorité de Créon en s'appuyant sur des lois morales ou divines qui transcendent les lois humaines. La pièce met en évidence le conflit entre les devoirs envers l'État et les valeurs individuelles, soulevant des questions sur la primauté de la conscience personnelle. La quête de liberté et d'identité. Antigone représente la jeunesse rebelle et la quête de liberté individuelle face à l'oppression et à l'autorité oppressive de Créon. La pièce explore le désir de vivre selon ses propres principes et valeurs, même si cela signifie se heurter aux normes établies. Les conséquences de l'orgueil et de l'entêtement. La tragédie d'Antigone met en évidence les conséquences dévastatrices de l'orgueil et de l'entêtement. Créon, en s'obstinant à maintenir sa décision et en refusant de reconnaître ses erreurs, perd sa famille et son royaume. La pièce souligne les dangers de l'aveuglement et de l'entêtement face à la réalité. L'histoire d'Antigone de Jean Anouilh est un puissant récit de courage, de loyauté et de quête de justice face à l'autorité oppressive. Le personnage d'Antigone incarne la résistance face à l'injustice et la volonté de défendre ses convictions, même au prix de sa propre vie. Sa confrontation avec Créon soulève des questions essentielles sur les limites du pouvoir, la valeur de la loi et les conflits entre la morale personnelle et les lois établies.
La tragédie qui se joue devant nous met en lumière les conséquences dévastatrices de l'orgueil et de l'obstination. Les décisions prises par Créon conduisent à la perte de sa propre famille et de son règne. Finalement, il réalise trop tard la gravité de ses actes et le prix élevé qu'il a payé pour sa rigidité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.